Vous le savez, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal et du Journal de Québec, c'est à vous qu'on donne la parole. C'est la parole aux lecteurs. Si vous avez envie de partager des idées, de faire débat, ben c'est l'endroit où envoyer vos lettres. C'est ce qu'a fait ma prochaine invitée. Elle s'appelle Audrey Renaud. Elle est directrice générale du regroupement Partage. Et Madame Renaud, j'avoue que votre lettre m'a beaucoup touchée. D'abord, le titre frappe quand même. La pauvreté, à qui la faute? Ben, pas la faute des gens qui sont pauvres. Bien, en fait, je devais avoir une formule très, très brève pour la oui. présenter, comme vous pouvez vous imaginer. Pour les titres, ça aide, oui. Exactement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, la pauvreté, malheureusement, c'est un résultat, c'est une création de la société. Là, ce qui est embêtant avec tout ça, c'est que nous avons créé la pauvreté, mais on jongle avec une situation dans laquelle où on ne sait pas comment appliquer les solutions pour résoudre le problème que nous avons créé. Là, ça devient particulièrement embêtant parce que les gens n'aiment pas beaucoup parler de tout ce qui est pauvreté. C'est pas un sujet qui est très à la mode ou très sexy ou très enivrant autour d'un 5 à 7. Et là, tout le monde rebute un peu cette situation-là, alors que c'est une situation qui nous concerne tous. Et non seulement elle nous concerne tous, Madame Renaud, mais on est tous fragiles parce qu'il y a énormément de Québécois qui vivent d'une paye à l'autre, ce qui signifie qu'il suffit qu'il y ait une paye qui ne rentre pas, puis on est déjà en précarité financière. Alors, plusieurs payes qui ne rentrent pas, ben entre ça puis se retrouver sous le seuil de pauvreté ou carrément sans abri. Donc, il y a une vulnérabilité dans la société québécoise qui fait en sorte qu'on devrait faire attention quand on parle des gens pauvres parce que c'est peut-être nous le prochain. Exactement. Puis c'est près d'une personne sur deux. Là. 46 % des gens vivent de paye en paye. Ça, c'est incroyable. Et certaines personnes sont littéralement à une chute du trottoir de se retrouver dans une banque alimentaire. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne peuvent plus travailler, comme vous le dites, pour quelques semaines, si vous n'avez pas les assurances adéquates, bien, il n'y a plus rien pour payer l'alimentation. Et c'est là où on coupe dans tout ce qui est dépenses compressibles. Et bien évidemment, l'alimentation, c'est ce qui passe en premier parce que c'est la seule dépense compressible accessible à court terme. Et ces gens-là se retrouvent garants d'organismes bienveillants. Vous parlez de bienveillance tout à l'heure. Bien, justement, des gens qui vont prendre soin de ces gens-là. Souvent, c'est des situations qui sont passagères. Donc, par exemple, une séparation, une perte d'emploi, une transition, un réaménagement quelconque de la vie de famille. Mais ça cause des impacts qui sont énormes. L'inflation a touché tout le monde. Et c'est là où, malheureusement, lorsqu'on dit que le visage change de la pauvreté, sur le terrain, ça n'a pas de mots, ce que ça représente, parce que ce sont des travailleurs, des travailleuses qui viennent dans les organismes, et ça, c'est très frappant. Oui. Alors, vous donnez plusieurs exemples dans votre texte, mais un exemple que vous donnez, c'est celui des mères de famille monoparentales. C'est un petit peu toujours le cliché qu'on utilise, mais c'est vrai. 40% des familles monoparentales vivent dans une grande précarité au Québec. Donc, c'est un visage de la pauvreté qui est important, qui représente quand même une grande quantité de gens. Exactement. C'est certain que les mères monoparentales sont plus visées. Donc, statistiquement, on sait qu'elles sont en plus grande précarité que les hommes, mais là, même un homme en situation de monoparentalité aussi va vivre ces mêmes défis-là quotidiens de se demander qu'est-ce que je paye en premier. Et malheureusement, ce qu'on retrouve de plus en plus, bien, c'est de la biparentalité, donc un couple, un ménage de 2 personnes sur le marché du travail qui, malheureusement, n'y arrive pas encore. Donc, imaginez toutes les dépenses que vous avez pour un logement, une maison, peu importe si vous êtes propriétaire ou locataire, mais diviser ça en 2 et tenter d'y arriver à un seul salaire, alors qu'en plus, il y a d'autres bouches à nourrir. Là, ça devient particulièrement compliqué en sachant que le revenu viable est autour de 40 000 $. C'est pas tout le monde qui a ça accessible. Non, ben non, c'est sûr. Alors, ce que vous dites, et c'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui, c'est que vous dites, chaque fois qu'on réagit à la pauvreté ou chaque fois qu'on s'intéresse à la pauvreté, c'est quand on est face à une situation d'urgence. Alors qu'en fait, pendant ce temps-là, on n'est pas en amont en train de s'inquiéter ou de se poser la question quelles sont les causes profondes de la pauvreté. Alors, dans un monde idéal, mettons, Madame Renaud, vous devenez première ministre du Québec demain matin. D'abord, félicitations. C'est seulement la 2e fois au Québec qu'il y a une femme première ministre. Alors, Madame la première ministre Audrey Renaud, vous faites quoi? Première mesure pour changer en profondeur notre rapport à la pauvreté au Québec. On fait quoi?
J'irais me mettre le nez dans les chiffres en premier pour savoir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Parce que c'est certain qu'en ce moment, c'est facile de dire, ben donnez plus d'argent à tel organisme. Il y a beaucoup de travail à faire en termes de qui tire la couverte le plus fort en ce moment. Parce que tout le monde est en déficit, tout le monde a besoin de sous, ça, j'en conviens. Toutefois, il faut comprendre que de saupoudrer à coup de petite action ici et là, puis de dire, ben on va investir beaucoup dans les banques alimentaires. C'est loin d'être une mauvaise idée, mais c'est pas une bonne idée. En ce sens qu'on entretient le problème. Les gens, l'accès à l'alimentation, elle est difficile, mais la source, la racine du problème, elle n'est pas là. Donc oui, il y a l'accès au logement, tout ça, mais ça, c'est un discours répété qu'on entend aussi beaucoup. Malheureusement, il faut s'attaquer vraiment à la source de comment on fait pour donner les outils à ces personnes-là pour qu'ils puissent se sortir des situations précaires dans lesquelles ils sont. Est-ce qu'ils ont accès, par exemple, je pense aux nouveaux arrivants, à toutes les ressources en immigration qu'on offre? Est-ce que ces ressources-là sont centralisées? Est-ce qu'elles sont accessibles? Après ça, puis des situations comme ça, bien, il y en a pour tout type de gens, que ce soit des travailleurs, que ce soit des gens sans emploi, que ce soit des gens en grande précarité, que ce soit des gens qui sont en situation de handicap ou des gens qui, tout simplement, n'y arrivent pas malgré un travail. Donc, il y a une grande... C'est hyper drabe comme solution, mais c'est d'analyser ces chiffres-là, de voir justement quelles ressources financières sont disponibles pour, oui, financer, entre autres, les organismes qui le font déjà bien, parce qu'il faut comprendre que le réseau communautaire, là, c'est le même réseau que le réseau institutionnel, mais qui se fait un petit peu dans l'ombre et un petit peu en parallèle, parce que ça soutient déjà. Il faut comprendre que ces ressources-là, si elles sont inexistantes, je quitte la ville, dans le sens que n'importe qui n'a plus accès à de l'alimentation va s'organiser pour en trouver. Donc, absolument. Elles sont essentielles, on a reçu, il y a quelques semaines de ça, une jeune journaliste d'Urbania qui a passé un mois à essayer de voir si elle pouvait arriver avec le montant d'aide sociale minimale qui est 860 $, quelque chose comme ça. Puis je lui disais, ben oui, ben t'as juste à aller dans une banque alimentaire. Elle dit, oui, mais pour aller à la banque alimentaire, s'il n'y en a pas une juste à côté de chez moi, il faut que je me paye une carte puce. Une carte puce, c'est genre 80 $ ou quelque chose comme ça. Donc, même juste d'avoir accès à ça, si on n'a pas des transports publics qui sont gratuits ou vraiment pas chers, on n'y arrive pas. Donc, chaque fois qu'on pense qu'on a une solution à un problème, on se rend compte qu'en amont, il y a un problème aussi qu'il faut régler. J'ai vu Qu'est-ce que vous en aviez pensé de ce reportage-là? J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, ce que ça reflète aussi, c'est le fondement. Là, s'il n'y avait pas autant de préjugés au Québec, malheureusement, on ne serait pas dans cette situation-là. Puis, vous et moi, on n'aurait pas cette discussion-là. Il y en a dans toutes les situations, puis une lettre comme celle que j'ai écrite qui se veut justement dans le but d'éduquer les gens, de mettre en mots, de dire, ben voici ce qui se passe dans la vraie vie sur le terrain. Si vous n'êtes pas face à ces situations-là, voici ce que c'est la vraie vie pour des gens qui vivent en situation socio-économique précaire. Puis on trouve le moyen de recevoir des réponses de bêtises pour ne pas victimiser les gens, pour les laisser se prendre en charge. Et c'est là où je me dis, les gens sont déconnectés. Vous avez reçu des lettres de bêtises après votre lettre dans le Journal de Montréal? Peu importe ce qu'on écrit, on en reçoit. Les gens qui disent, ah ben là, qui se prennent en main ce monde-là, on était écœurés de payer pour eux. En gros? Tout comme des gens vont avoir des préjugés envers des organismes comme le nôtre, des gens qui ont des préjugés envers des journalistes. En fait, il y en a tellement, ce qui fait que je pense que c'est ce qui nous fait prendre des pas de recul, malheureusement, au Québec. Là, c'est sûr qu'on est dans les grands fondements philosophiques, mais les préjugés nous freinent tellement parce que les gens s'arrêtent au fait que c'est de leur faute s'ils sont comme ça. Ils ont pris de mauvaises décisions. Ils ont fait les mauvais choix il y a X années. Donc, la mère aurait dû mieux gérer ses finances, puis le travailleur aurait dû s'industrialiser. Ben voilà, c'est ça, parce que vous donnez l'exemple de quelqu'un qui a 50 ans, puis qui, à cause de l'automatisation dans son entreprise, perd son emploi. Ben là, à 50 ans, il est trop qualifié, fait qu'il n'arrive pas à trouver de job. Ben, tu te retrouves sans job à 50 ans, là. Et le point n'est pas de ne pas aller vers l'automatisation. C'est pas ça le but de cet exemple-là, c'est de dire, mais quelles ressources donne-t-on à ceux qui ont l'expérience comme papier d'entrée? Voilà, donc une réflexion beaucoup plus générale. Ben, félicitations, Madame Renaud, vous êtes la deuxième femme dans l'histoire du Québec à être devenue première ministre. Non, mais c'est intéressant de se livrer à cet exercice-là. Excellente lettre, donc La pauvreté à qui la faute, publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous êtes directrice générale du regroupement Partage. Merci pour le travail que vous faites. Merci infiniment.